Bonjour mes chers élèves de la première année parcours international collégial. Aujourd'hui, on va voir la première unité, les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Et on va commencer notre premier cours, la découverte d'un milieu naturel. Introduction. Notre environnement renferme une multitude de milieux naturels. Il y a la mer, l'océan, le lac et ainsi de suite. Plusieurs moyens et techniques permettent d'explorer un milieu naturel et d'identifier ses constituants. Dans quels sont ces moyens et quelles sont les composantes d'un milieu naturel? Mais tout d'abord, c'est quoi un milieu naturel? Comme vous pouvez le constater, le milieu naturel est l'espace qui permet aux animaux et aux végétaux de vivre. C'est un support physique caractérisé par un ensemble de facteurs tels que la température, l'éclairement, l'acidité et ainsi de suite. Maintenant, on va voir les outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel. Si, par exemple, on décide de faire une sortie écologique, on doit disposer des outils suivants. On a la carte et la boussole qui permettent de préciser l'endroit de notre milieu naturel. On a les jumelles qui nous permettent d'observer des animaux qui ne se laissent pas approcher, comme les oiseaux et certains mammifères. On a le filet d'insectes, comme son nom l'indique. Il sert à capturer les insectes et des petits animaux aquatiques, tels que les grenouilles. On a besoin aussi de bocaux et boîtes en plastique pour conserver les échantillons d'invertébrés tels que les araignées. Les appareils de mesure tels que le thermomètre et le pH mètre pour mesurer les paramètres du milieu, c'est-à-dire la température de l'air et le pH du sol par exemple. Et on a le bloc-notes pour noter nos observations. Maintenant, on va chercher les composantes des milieux naturels. On va commencer par ce milieu naturel qui est l'étang. Comme vous pouvez observer, l'étang est constitué de l'eau et des végétaux. Ici, on a les nénuphars qui sont des végétaux aquatiques. Donc, l'étang est un milieu naturel aquatique puisqu'il se compose de l'eau. On a le désert. Dans le désert, on trouve le sable. On trouve aussi la lumière du soleil et on trouve aussi le ciel. On a ici la forêt. On trouve des roches, des végétaux et du sol. On trouve aussi des animaux dans les forêts, tels que les ours, les éléphants, les gazelles. Donc, on récapitule. Un milieu naturel est constitué de deux composantes. Une composante vivante qui renferme les animaux ou bien la faune et les végétaux ou bien la flore. Et une composante non vivante ou bien composante minérale qui renferme le sol, l'air, l'eau, le sable, la lumière du soleil. Donc, on a deux composantes, composante vivante et composante non vivante. Maintenant, on va passer pour voir les caractéristiques de la composante vivante, c'est-à-dire des êtres vivants. Comme première caractéristique, on a la respiration. On a aussi l'alimentation
et la reproduction qui assure la pérennité de l'espèce, sans oublier bien sûr la croissance ou bien le développement, qui caractérise aussi les êtres vivants. Maintenant, on va voir la diversité des milieux naturels. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas un seul type de milieu naturel, mais on a plusieurs types de milieux naturels. On a le désert, la savane, l'étang, les prairies, les montagnes, les fleuves, les océans. Donc, on dit que les milieux naturels sont diversifiés. Et on distingue bien sûr des milieux naturels aquatiques, tels que l'étang, les océans, la mer, c'est-à-dire les milieux naturels qui sont constitués de l'eau. Et on trouve les milieux naturels terrestres tels que les savanes, les déserts, les montagnes, les prairies. Aussi pour les animaux. Les animaux, on ne trouve pas un seul type d'espèces, mais on trouve plusieurs espèces. On trouve par exemple les mammifères, les oiseaux, on trouve les poissons, d'accord? On trouve aussi les insectes. Donc, d'une manière générale, on trouve par exemple des animaux vertébrés qui possèdent la colonne vertébrale, des animaux invertébrés qui ne possèdent pas de colonne vertébrale, tels que par exemple l'escargot qui possède une coquille et qui ne possède pas de colonne vertébrale. Donc, pour par exemple les mammifères, on trouve aussi plusieurs types de mammifères. On trouve les souris, on trouve les renards, on trouve les lapins, les chats et ainsi de suite. D'accord? Et aussi pour les poissons, on trouve un très grand nombre de types de poissons. Il n'y a pas un seul type de poisson. Donc on dit aussi que les animaux sont très diversifiés. Donc pour les animaux qui vivent dans l'eau, comme vous pouvez le constater, il y a des animaux qui sont visibles à l'œil nu, comme ces poissons-là, et d'autres sont invisibles à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle le plancton. Donc le plancton, c'est les êtres vivants microscopiques qui vivent dans l'eau. Donc ce sont des êtres vivants qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais on doit utiliser le microscope pour les observer. Ces êtres vivants microscopiques sont appelés le plancton. On distingue deux catégories de plancton. Il y a le zooplancton, c'est-à-dire les animaux microscopiques qui vivent dans l'eau, et il y a le phytoplancton, c'est-à-dire les végétaux microscopiques qui vivent dans l'eau. Lorsqu'on dit végétaux microscopiques, ce sont des végétaux qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu. Alors que ces poissons-là sont des animaux, bien sûr, qui sont visibles à l'œil nu. De même pour les végétaux aussi sont très diversifiés. On trouve par exemple les plantes à fleurs, telles que l'hibiscus. Voilà l'hibiscus, d'accord? On trouve des plantes sans fleurs, telles que le cactus, d'accord? Telles que les fougères. On trouve les arbres, on trouve les arbustes, on trouve l'herbe. Donc, on trouve par exemple plusieurs types d'arbres, tels que par exemple le pin ici. Pour les plantes à fleurs, on trouve une multitude de plantes à fleurs dans la nature, bien sûr. Donc, les végétaux aussi se caractérisent par la diversité. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. D'accord? C'est-à-dire la diversité des végétaux et des animaux. Maintenant, on va essayer
de chercher les constituants du sol. On va observer ce document. Comme vous pouvez le constater, il y a des végétaux. D'accord? Et il y a des animaux. D'accord? Et bien sûr, dans le sol, il y a de l'eau. Et le sol, il est en contact avec l'air et avec les rayons du soleil. Donc, puisque le sol se compose d'une composante vivante, qui sont les êtres vivants, et d'une composante non vivante, c'est-à-dire l'air, l'eau souterraine, bien sûr. Et aussi, il y a la lumière du soleil. Donc, on dit que le sol est un milieu naturel. Dans le sol, on trouve plusieurs types d'êtres vivants. Comme vous pouvez constater dans ce document-là, il y a des êtres vivants visibles à l'œil nu, tels que les araignées. D'accord? Et d'autres qui sont visibles à l'aide d'une loupe à main ou bien à l'aide d'une loupe binoculaire, tels que les colomboles. Et d'autres êtres vivants qui sont microscopiques ou bien ce qu'on appelle les micro-organismes. Donc, ce sont des organismes invisibles à l'œil nu. Pour les observer, on doit utiliser le microscope. Donc, maintenant, on va essayer de chercher les êtres vivants qui vivent dans le sol, ou bien ce qu'on appelle la faune du sol. La faune, c'est-à-dire les animaux, d'accord? Donc, il y a des animaux de très petite taille qu'on appelle la microfaune qui vivent dans le sol. Donc, pour extraire la microfaune du sol, on utilise l'appareil de Berlez. Berlez, c'est le savant qui a bien sûr, comment je vais dire, donc c'est le scientifique ou bien le savant qui a élaboré cet appareil ou bien ce dispositif. Donc, on a l'appareil de Berlez est constitué d'une ampoule électrique, du sol, un tamis, un entonnoir et finalement on a l'alcool. Donc, comme vous savez tous, les animaux qui vivent dans le sol n'aiment pas la lumière et ils préfèrent les milieux humides tels que le sol. Donc, on a utilisé l'ampoule électrique pour que la microfaune du sol s'enfuit de la lumière et de la chaleur et elle va tomber dans l'alcool. Et par la suite, on va récolter la microfaune et on va l'observer à l'aide d'une loupe binoculaire. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé des annélides, des cloportes, des pseudoscorpions, des acariens, des colomboles. Tous ces êtres vivants constituent la microfaune du sol. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Donc ici, j'ai deux milieux naturels. On a l'étang à gauche et la forêt à droite. Je vais agrandir l'image. Donc, on va essayer d'extraire les constituants vivants et les constituants non vivants de ces deux milieux naturels. D'accord? Et aussi, on va préciser l'état physique des constituants non vivants. Donc, je vous laisse quelques secondes pour bien observer les deux documents. Donc, voilà.
Ici, c'est vautour, c'est pas autour, d'accord? C'est vautour. Martre, pique, chevreuil, cône, les cônes du pain, une mésange, campagnol, renard, les fougères, c'est ça les fougères. Voilà les fougères. Donc ce sont des plantes sans fleurs. Voilà la microfaune du sol. On a les acariens, les lombriques. Voilà des micro-organismes. On a les bactéries, les champignons. Donc voilà, en exploitant les documents, complétez le tableau suivant. Donc comme je viens de le dire, on va chercher les composantes vivantes et les composantes non vivantes. D'accord? Donc, vous avez déjà observé les deux documents. Donc, je vais vous donner la correction. Voilà. Donc, comme composantes vivantes, donc on a les animaux. On a le renard, l'écureuil, l'hibou, la mésange. Comme végétaux, on a les chênes, les mûres, les piscias, les fougères. On a les composantes, ou bien la composante non vivante. On a le sol, dont l'état physique est solide. On a l'air, l'état physique c'est gazeux. Et finalement, on a l'eau, l'état physique est liquide. Donc voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci.